Bonjour, bienvenue dans cette séance 6, l'avant-dernière, consacrée à la séquence 7 du programme d'histoire des classes de 3e, intitulée, je vous le rappelle une nouvelle fois, Refonder la République 1944-1947. Après avoir étudié en détail la libération de la France, et après avoir vu comment le général de Gaulle et les Français de l'immédiate après-guerre ont rétabli, refondé la République sur les bases d'une République parlementaire héritière de la Troisième République, mais une République qui n'est plus la Troisième République et qui sera donc une Quatrième République française, nous allons aujourd'hui changer de thématique, changer d'enjeu, et nous allons voir comment la France, véritable champ de ruines de la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle réalisé sa reconstruction. Grand F, la reconstruction de la France entre 1945 et 1952, et la problématique de la séance est d'une simplicité, d'une logique confondante. En quoi la reconstruction économique du pays a-t-elle constitué l'une des priorités du gouvernement provisoire de la République française? Et puis on se demandera aussi pour quel résultat. On va commencer par étudier ensemble une courte vidéo qui dure à peu près 4 minutes. Alors la première minute, c'est du déjà vu, c'est le défilé triomphal du général de Gaulle sur les Champs-Élysées le 26 août 1944 à Paris, mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la suite, c'est les 3 minutes qui suivent, qui vont vous présenter un panorama assez dramatique de la situation de la France à la Libération. Donc je vous invite à vous rendre sur le site de l'UMNI ou de l'INA pour regarder la vidéo, et vous avez le lien à copier et à mettre dans le navigateur, et normalement, si j'y ai pensé, vous l'avez reçu par mail dans votre ONT. Donc commencez par visionner cette vidéo et ensuite on pourra passer à la diapo suivante. Le premier document de notre dossier reprend l'essentiel des informations que nous venons de voir dans la vidéo, à savoir le très grave état de destruction dans lequel se retrouve le pays, bien pire qu'en 1914-1918, parce que certes, à la fin de la Première Guerre mondiale, les destructions étaient impressionnantes, mais elles étaient impressionnantes dans la zone du front, c'est-à-dire une bande de territoire qui pouvait s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres dans le nord et l'est, de la frontière de la mer du Nord jusqu'à la frontière suisse, mais sur une largeur d'à peu près 10, 20, maximum 30 kilomètres, puisque le front avait peu bougé en 4 ans. Donc les destructions étaient énormes, mais elles étaient spatialement très concentrées. Là, vous allez voir qu'on l'a vu d'ailleurs avec la carte de la Libération, les Alliés ont bombardé de nombreuses villes, et pas seulement sur le littoral, les gares, les ports, il y a eu des combats nombreux, pas qu'à Paris, donc ça explique l'état lamentable du pays. Et je vous propose de lire ensemble le témoignage du général de Gaulle. Les chemins de fer sont quasi bloqués. De nos 12 000 locomotives, il nous en reste 2800. Aucun train partant de Paris ne peut atteindre Lyon, Marseille, Nancy.
aucun ne traverse la Loire entre Nevers et l'Atlantique, ni le Rhône entre Lyon et la Méditerranée. Quant aux routes, 3000 ponts ont sauté, dont d'ailleurs le pont Rijmort, qui avait sauté en 1940, qui avait été reconstruit par les Allemands, puisqu'ils en avaient fait un des points de passage à la ligne de démarcation. Je pense, j'en suis pas tout à fait certain, mais je pense qu'il a encore été détruit par les Allemands quand ils ont fui la ville de Moulins en septembre 1944. Donc comme de nombreux ponts, le pont Rijmort a été détruit 2 fois. 300 000 véhicules à peine sont en état de rouler sur 3 millions. Ça fait 1 sur 10. Enfin, le manque d'essence fait qu'un voyage en auto est une véritable aventure. Et vous avez une image colorisée, photographie couleur, de ce qui reste de la ville de Saint-Lô, en Normandie, après 1 mois de durs combats entre les Panzer, les chars allemands, et les chars Crusader britanniques au moment des combats de la libération. Et les 2 civils qui apparaissent au premier plan sont véritablement des miraculés, parce que lors des combats, ils étaient réfugiés dans les caves en attendant que l'orage passe. Ou pas. Vous avez une photographie ici du port du Havre, enfin de la ville du Havre, ou de ce qu'il en reste. Alors sous la neige, ça pourrait produire une magnifique photo en temps normal, mais après la guerre, quand il ne reste que des ruines, et peut-être même des cadavres à l'intérieur des ruines, il faut bien reconnaître que le paysage perd quand même beaucoup de son charme. Le général de Gaulle poursuit son témoignage. L'arrêt des transports désorganise le ravitaillement, d'autant plus que les stocks de vivres, de matières premières, de combustibles, c'est-à-dire essentiellement de charbon, ont entièrement disparu. Comment assurer une première série d'importations américaines payées par la France libre aux États-Unis? Mais c'est bien beau d'acheter des marchandises, de la nourriture, mais encore faut-il qu'ils puissent être livrés. Alors que nos ports sont inutilisables aux mains de l'ennemi, je vous rappelle qu'un certain nombre de ports comme Lorient, comme Saint-Nazaire, comme Royan, comme La Rochelle, vont rester aux mains des Allemands qui se sont enfermés à l'intérieur jusqu'au 8 mai 1945, c'est-à-dire jusqu'à la signature de l'acte de capitulation par ce qui reste du Troisième Reich, écrasés par les bombardements alliés, détruits par les Allemands. Alors en fait, comme la vidéo que vous avez visionnée avant, le général de Gaulle insiste sur non pas le nombre de maisons détruites, finalement c'est pas le plus urgent dans un premier temps, le plus urgent c'est tout ce qui est lié au transport. Parce que les secours, notamment en provenance des États-Unis, ne pourront être acheminés que si les transports sont en capacité de fonctionner. Or, justement, ils ne le sont pas, et il faut reconnaître que ça va être un vrai petit miracle, comme notre pays est habitué à en produire de temps en temps, de voir, et c'est ce que montre la vidéo, qu'en à peine 1 an, on assiste non pas vraiment à un retour à la normale, faut pas exagérer non plus, mais malgré tout, la vie a repris son cours, et il faut reconnaître que ça dépasse les espérances les plus folles. Ce miracle de la reconstruction économique, on le doit évidemment à la volonté des Français qui se sont retroussés les manches, on verra tout à l'heure sur une affiche, qui ont reconstruit leur propre pays, mais on le doit aussi au génie d'un homme, cet homme qui a donné son nom au lycée d'ailleurs, 10 heures, lycée Jean Monnet. Cet homme s'appelle donc Jean Monnet. Alors Jean Monnet, il a un parcours un peu à part. C'est un résistant de la première heure, lui aussi, mais comment dirais-je, c'est pas un gaulliste pur jus, puisque Jean Monnet était plutôt aux États-Unis, il faisait plutôt partie de cette France résistante qui était un peu en marge de la France libre du général de Gaulle, mais ça ne fait rien.
quand le général de Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire de la République française, il va appeler à la reconstruction Jean Monnet, et il faut reconnaître qu'il va être l'homme de la situation. Voici le témoignage de Jean Monnet. En 1945, je retrouvais la France, très affaiblie au sortir de la guerre. Il fallait reconstruire, mais surtout moderniser l'équipement productif. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les destructions, c'est presque une chance. Ça va permettre de moderniser des machines qu'autrement on n'aurait peut-être pas modernisées parce que on les aurait laissées fonctionner jusqu'à ce qu'elles n'en puissent plus. Donc finalement, les destructions sont presque une chance sous cet angle-là. Cela exigerait un grand effort national. Ce fut le premier plan qui réunit des représentants des industriels, des syndicalistes, des agriculteurs, c'est-à-dire les grands secteurs d'activité, secteur primaire, l'agriculture, secteur secondaire, l'industrie. Plus de 1000 personnes qui fixèrent en commun des objectifs ambitieux pour la France. Et la moindre des ambitions, c'était déjà de permettre au pays qui avait survécu à la guerre de survivre à l'après-guerre, c'est-à-dire en particulier d'éviter une famine ou d'éviter une épidémie, un peu finalement comme au Moyen-Âge, parce que il y a eu la peste noire avec la guerre de 100 ans, c'est-à-dire que quand les populations ont été très affaiblies par les privations de la guerre, eh bien, si le retour à la normale ne se fait pas bien, ça peut être dramatique, et donc Jean Monnet a sauvé la France à ce moment-là. Lui et les 1000 personnes, qui n'étaient pas tout seuls, qui ont mis en place ce plan, ce premier plan de modernisation et de reconstruction. Continuons avec le témoignage de Jean Monnet. Le premier plan de modernisation et d'équipement était centré sur 6 secteurs de base: le charbon, l'électricité, oui, autrement dit l'énergie, parce que si vous ne pouvez pas fournir d'énergie, eh bien vous ne pouvez pas relancer l'industrie. Vous ne pouvez pas permettre aux Français qui vont avoir très froid, parce qu'en plus les hivers de la guerre et de l'après-guerre sont particulièrement froids, sont parmi les plus froids du siècle, donc il faut qu'ils puissent se chauffer. Mais aussi relancer le ciment, parce que sinon, pas de construction, ni de maison, ni d'usine, rien. Le machinisme agricole, oui, parce que si les agriculteurs n'ont pas de tracteur, ça va être difficile de produire intensément pour permettre à la population de manger à sa faim. Les transports, on vient d'en parler, et l'acier, parce que l'acier, c'est la base même de l'industrie. Donc on se retrouve un peu dans la situation finalement de l'URSS à l'époque de Lénine, après la Première Guerre mondiale, mais aussi la guerre civile, ou si vous préférez, comme on l'a étudié plus en détail, ça rappelle aussi un peu la situation de l'URSS en 1928 quand Staline prend le pouvoir, c'est-à-dire un pays dont l'économie est retombée quasiment au Moyen-Âge et pour laquelle il faut à peu près tout reconstruire. Et ça ne fonctionnera que si les Français, les Soviétiques en URSS, les Français en France, retroussent leurs manches pour se mettre au travail. C'est le sens même de cette affiche qui orne la diapositive. Alors le plan devait à l'origine se déployer au cours de la période 1947-1950, c'est-à-dire un plan de 4 ans. 47, 48, 49, 50. Voilà, je vérifie, ça fait bien 4 ans, mais sa durée initiale a été prolongée jusqu'en 1952. Donc ça en a fait un plan de 6 ans pour coïncider avec le déploiement du plan Marshall en France, qui a grandement contribué à sa réalisation en finançant les investissements des secteurs de base. Autrement dit, on est dans une logique d'un plan quadriennal qui rappelle à un an près, et c'est pas un hasard, les plans quinquennaux, les plans de 5 ans d'industrialisation massive, intensive, voulue
par Staline dans l'Union soviétique des années 30. C'est pas un hasard. Alors, le plan Marshall, j'y reviendrai tout à l'heure, ça a été le petit plus qui a permis d'affirmer avec une grande fierté par Jean Monnet qu'en 1950, nous avions dépassé nos objectifs. Autrement dit, ça confirme l'impression laissée par la vidéo de tout à l'heure. La reconstruction s'est faite à un rythme plus que soutenu, elle s'est faite à un rythme accéléré et ça tient quasiment du miracle. Bon, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas qu'en France qu'on va assister à un tel miracle dans l'après-guerre. On assisterait à peu près au même phénomène en Allemagne, oui, on parlera même du miracle allemand. Et on parlera aussi du miracle japonais, c'est-à-dire des pays les plus détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui vont se relever extrêmement vite. Si je viens de faire à plusieurs reprises des allusions à l'URSS de Staline des années 1930, ça n'est pas juste pour le plaisir d'évoquer des séquences déjà étudiées et pour vous permettre de réviser ce que nous avons déjà vu ensemble. C'est tout simplement aussi parce que ça n'est pas une coïncidence, c'est effectivement le modèle. L'URSS de Staline, les plans quinquennaux de la planification industrielle vont être la source d'inspiration. Pas forcément de Jean Monnet, parce que Jean Monnet n'est pas communiste, mais il se trouve que Jean Monnet bâtit son plan à partir du programme du Conseil national de la résistance. Et oui, parce que le CNR, dont on a étudié le programme sur le plan politique, le châtiment des traîtres, la reconstruction de la République, eh bien ce programme, il a aussi une déclinaison économique, comme il aura également une déclinaison sociale. Et que nous dit le programme du CNR du 15 mars 1944 sur le plan économique? Eh bien, il nous dit qu'il faut promouvoir les réformes indispensables. Oui, il n'y a pas le choix. Et que sur le plan économique, il faut le retour à la nation des grands moyens de production, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des banques. Et l'économique finira par rejoindre le politique. Ainsi sera fondée une république nouvelle. Or, il se trouve que parmi les membres du CNR, c'est-à-dire pour l'essentiel des résistants, vous avez énormément de communistes ou de socialistes, c'est-à-dire des gens qui conçoivent l'économie sur le mode d'une économie étatisée, c'est-à-dire où l'essentiel des décisions sont prises et sont contrôlées par l'État. À peu près tout le contraire finalement des États-Unis. Et donc, c'est à l'État que va revenir la tâche de relancer l'économie française. Déjà, même quand on n'est pas communiste comme Jean Monnet, pour une raison évidente, c'est que seul l'État va être en mesure de coordonner l'ensemble des efforts. Mais également, l'État va être le seul en mesure de les financer. Et si vous suivez un petit peu l'actualité, c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement actuellement, au moment où je vous parle, pour redresser l'économie française gravement atteinte par la crise du coronavirus. Pour venir au secours des entreprises les plus en difficulté. Et pour venir au secours des entreprises les plus en difficulté, il n'y a pas le choix. Il va falloir que l'État en prenne le contrôle. Autrement dit, il va falloir que des entreprises qui autrefois étaient privées, c'est-à-dire dont le capital appartenait soit à des particuliers, soit à des banques, et qui n'ont plus les moyens tout simplement d'exister, eh bien ces entreprises vont donc être rachetées
parce qu'on n'est pas quand même chez les bolcheviks, hein, on n'est pas chez Lénine ou Staline, donc on ne va pas fusiller les patrons, les remplacer du jour au lendemain, comme ça, brutalement. Mais donc, l'État va prendre le contrôle des entreprises. C'est ce que dans le programme du CNR, on appelle le retour à la nation des grands moyens de production. Et on va donc assister à une vague massive de nationalisation. Alors sur la diapo que vous avez présentement sous les yeux, vous avez la chronologie des principales nationalisations qui ont été décidées par le gouvernement provisoire de la République française, du général de Gaulle, sur proposition de la commission Jean Monnet, hein. Et donc, on voit qu'elle commence dans l'urgence en décembre 1944, qu'elle ensuite s'échelonne en janvier 1945, mai 1945. Donc, autrement dit, des nationalisations qui débutent pendant que la France est encore en situation de guerre contre le Troisième Reich. Et elles se poursuivent, ces nationalisations, après la capitulation nazie, en juin 1945, en décembre 1945, avril 1946. Donc, autrement dit, la grande vague des nationalisations s'effectue entre 1944 et 1946, et le gros des nationalisations, c'est l'année 1945. Et que, comme l'annonçait Jean Monnet, ce sont les secteurs prioritaires, les fameux 6 secteurs, qui vont donner lieu aux nationalisations. L'énergie pour les charbonnages, les houillères, les mines de houille, de charbon du Nord-Pas-de-Calais, par exemple, mais aussi Gaz de France et Électricité de France, ce qu'on appelait à l'époque EDF, GDF, aujourd'hui ce serait plutôt Enedis, mais aussi l'industrie, bien sûr, hein, avec par exemple Renault, mais aussi un lointain ancêtre d'Airbus, l'entreprise de moteurs d'avion Gnomeron, qui deviendra la SNECMA. Et puis, comme il faut aussi beaucoup d'argent pour financer les nationalisations, l'État va prendre le contrôle des banques et des assurances, afin de se donner les moyens de financer la reconstruction du pays en un temps record. Alors un exemple concret de nationalisation, eh ben, en fait je vous ai choisi tant qu'à faire la toute première, hein, celle qui concerne les mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais. Donc l'ordonnance, hein, l'ordonnance, ça n'a rien de médical, encore que d'une certaine façon si, puisque l'économie française était gravement malade. Ordonnance, c'est un texte de loi. C'est un texte ayant valeur de loi, pris non pas par le pouvoir législatif, c'est-à-dire pas par le Parlement, pas par les députés et les sénateurs, mais pris dans l'urgence par le gouvernement, donc le pouvoir exécutif. L'ordonnance du GPRF du 13 décembre 1944 portant sur les nationalisations. L'État seul possède actuellement l'autorité suffisante pour faire concourir les exploitations houillères, c'est-à-dire charbonnières, au relèvement de l'industrie française, imposer aux mines un programme de production. Ah, ça rappelle aussi les fameuses normes de production que Staline imposait à chaque entreprise et à chaque secteur économique lors de ces fameux plans quinquennaux de la planification industrielle. Moderniser le matériel en offrant le concours de ses ressources financières et sur le plan social, faire droit aux justes revendications des travailleurs. C'est pour ces motifs impérieux, c'est-à-dire qui s'imposent à tous, sans discussion, que le gouvernement a décidé la nationalisation des houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Et comme le rappelle cette affiche, pour reconstruire la France, il faut d'abord du charbon. Alors, un cas particulier, c'est la nationalisation de l'entreprise Renault.
Bon, l'entreprise Renault était dans un triste état, comme d'ailleurs tous ses concurrents français, c'est-à-dire Citroën par exemple, ou Peugeot, mais ces entreprises-là n'ont pas été nationalisées. Renault, si. Alors, on en a déjà parlé lors de la séquence sur l'occupation, le régime de Vichy, la collaboration. C'est parce que dans le cas de Renault, il y a une suspicion, je dis bien suspicion, parce que le débat est toujours ouvert, la question n'a jamais été officiellement vraiment tranchée sur la responsabilité de qui a collaboré volontairement avec les nazis. Mais donc il y a eu collaboration des entreprises Renault avec l'occupant, et ça, évidemment, ça ne pouvait pas passer. Et donc la nationalisation de Renault, c'est l'épuration, mais l'épuration économique. Le 16 janvier 1945, l'entreprise de construction automobile Renault Frères, à Billancourt, est confisquée par l'État. C'est la conséquence d'une ordonnance du Conseil national de la résistance, le CNR. Louis Renault, le patron fondateur de l'entreprise en 1898, est accusé d'avoir collaboré pendant la guerre avec les autorités allemandes. C'est pour cette raison que son usine est saisie et liquidée. Liquidée en tant qu'entreprise privée. Puisque maintenant elle va devenir une entreprise publique, puisque nationalisée. La nouvelle entreprise nationalisée prend le nom de Régie nationale des usines Renault. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elle va découvrir ce logo qui est toujours le sien aujourd'hui, le fameux losange. Sauf que le mot Régie nationale aujourd'hui a disparu parce que Renault a été en partie dénationalisé. Alors, dénationalisé, ça se dit pas d'ailleurs, hein. C'est pour vous faire comprendre que c'est le contraire de nationaliser, c'est-à-dire rendu au privé. Et le terme exact, c'est privatisation. Renault, depuis, a été privatisé, mais depuis les années 1980, mais a gardé malgré tout le losange. Tous les actionnaires recevront leur part de cette liquidation, c'est-à-dire qu'ils seront dédommagés. Encore une fois, on n'est ni chez Staline ni chez Lénine, mais pas Louis Renault, qui est mort en prison 3 mois plus tôt, sans avoir pu présenter sa défense. Alors, on a vu, grâce à la vidéo, grâce aussi au témoignage de Jean Monnet, que la reconstruction économique de la France s'est faite dans des délais extraordinairement courts, et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on peut littéralement parler d'un petit miracle. Et l'affiche de gauche, qui est une affiche assez célèbre, hein, que vous risquez de retrouver un peu partout, dès lors qu'on parle de la reconstruction de l'après-guerre, eh bien, est là pour en témoigner. Et d'ailleurs, rien que le fait que cette affiche soit en couleur, c'est une affiche de 1945, ça prouve déjà que ça va mieux rien que dans le domaine de l'imprimerie. Parce que quelques mois avant, probablement que cette affiche aurait été en noir et blanc, et alors il faut bien reconnaître qu'elle n'aurait pas été d'une très grande lisibilité. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette affiche, en réalité, c'est un graphique. C'est un graphique imagé, mais c'est un graphique qui nous montre des niveaux de production dans différents domaines, les ouvrages d'art, c'est-à-dire les ponts, les camions, les trains, le charbon, les navires marchands, etc., etc. Et vous avez l'évolution des niveaux de production de 1939, c'est-à-dire la dernière année de paix, puis 1944, c'est-à-dire l'année de la libération, et la production pour l'année 1945. Et l'on voit bien que, à l'évidence, en 1945, on produit beaucoup moins qu'on ne produisait avant-guerre. Évidemment,
faut pas non plus rêver, mais on produit plus, beaucoup plus, que lors de l'année précédente, c'est-à-dire l'année 1944, l'année des combats de la libération. Donc ça veut dire que parce que les Français se retroussent les manches, eh bien ça va mieux, ça va déjà mieux, comme le dit l'affiche, et on peut espérer très vite retrouver des niveaux de production comparables à ceux de l'avant-guerre, ceux de 1939. Alors, il n'y a pas de quoi faire la fête, parce que ça veut dire que la France aura perdu plusieurs années, au fond. Parce que quand vous êtes au même niveau en 1945 ou en 1946 qu'en 1939, c'est pas franchement brillant. Mais ça veut dire qu'on aura réussi à effacer quand même les principaux stigmates de la défaite, de l'occupation, synonyme de nombreux pillages, je vous le rappelle, et aussi tout simplement des destructions de la guerre. Ceci dit, si tout va pour le mieux, eh ben, malgré tout, il reste encore des problèmes. Et les problèmes de la vie quotidienne des Français en particulier, eh bien, nous allons les découvrir ensemble avec le texte de droite. Contrairement aux espoirs qu'avait pu susciter la libération, les mesures de contrainte et de restriction économique allaient subsister jusqu'au 1er décembre 1949. Pour de nombreux produits alimentaires, les rations officielles apparaissaient même inférieures en 1945 par rapport à la période de l'occupation. Et c'est notamment le cas pour la ration de pain, or ça tombe mal parce que c'est quand même l'aliment de base des Français, qui a été abaissé à 300 grammes par jour en décembre 1945. C'est l'équivalent d'une... C'est un peu plus qu'une baguette aujourd'hui, puisque les baguettes aujourd'hui, je crois que c'est 200 ou 250 grammes. Alors, vous allez me dire, mais moi je ne mange pas une baguette par jour. Oui, parce que vous avez une alimentation qui est beaucoup plus diversifiée qu'elle ne pouvait l'être en 1945. Mais en 1945, le pain reste l'aliment de base. Et 300 grammes dans une journée, dans le meilleur des cas, parce que c'est pas parce que vous avez droit à 300 grammes que vous allez pouvoir forcément trouver le pain chez le boulanger, et ben ça veut dire que les tickets de rationnement, ça va continuer pendant des années, que les files d'attente, ça va continuer avec les Allemands, avec l'après-guerre, et ça ne sera pas forcément la faute des Allemands. Parce que là, il n'y a plus d'Allemands pour justifier le fait que le pain soit introuvable. Dans ces conditions, le marché noir et les trafics divers continuèrent eux aussi de prospérer après la libération. Et en particulier d'ailleurs grâce ou à cause des soldats américains qui n'ont pas rembarqué après la fin de la guerre, qui sont restés en France pour un certain nombre, pas tous, pour un certain nombre, qui sont donc encasernés sur le territoire français et qui vont trouver le moyen de gagner beaucoup d'argent en revendant très cher aux civils eh bien, tout ce que les civils veulent, mais à condition d'y mettre le prix, parce que les Américains sont très bien ravitaillés, et donc tout se vend, mais à des prix, que ce soit des bouteilles de whisky, que ce soit des boîtes de conserve, des bas de soie pour les femmes, tout se vend, mais à prix d'or. Et évidemment, ça va provoquer chez beaucoup de Français, notamment ceux qui n'ont pas les moyens, beaucoup de colère. Beaucoup de colère contre le gouvernement, beaucoup de colère contre les riches, beaucoup de colère aussi même contre les soldats américains. Les trafics de faux tickets furent notamment particulièrement actifs au cours de l'année 1945. Donc en fait, ça va peut-être mieux, mais au quotidien, ça reste difficile. Le miracle français est dû d'abord, effectivement, aux Français qui ont redressé l'économie et reconstruit leur propre pays.
Mais le miracle français doit aussi, il faut bien le reconnaître, pour une large part, à l'aide que les États-Unis ont fournie à la France, particulièrement dans le cadre du plan Marshall. Et tout à l'heure, Jean Monnet le reconnaissait lui-même, l'aide américaine avait permis l'accélération du plan de modernisation et de reconstruction qu'il était en charge d'organiser. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le plan Jean Monnet avait même été prolongé de 2 ans jusqu'en 1952 pour coïncider avec le plan Marshall. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on aura l'occasion de reparler du plan Marshall quand on étudiera la guerre froide. C'est-à-dire, je l'espère, assez rapidement. Les États-Unis ont apporté une aide financière à un certain nombre d'États d'Europe occidentale, anciens alliés comme la France ou le Royaume-Uni, ou anciens ennemis comme l'Allemagne d'ailleurs, ou l'Italie, peu importe. L'idée a été de reconstruire ces pays, alors avec une arrière-pensée d'ailleurs tout à fait politique, hein, c'est pour empêcher ces pays de tomber aux mains des communistes. Notamment la France, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, le Conseil national de la résistance est composé de nombreux communistes, et le Parti communiste, dans l'immédiate après-guerre, possède une grande influence. Il s'est autoproclamé le parti des résistants, de la résistance française. Il est très puissant aux différentes élections. Donc les États-Unis vont arroser de dollars le pays pour l'empêcher de tomber aux mains des communistes. Et c'est le plan Marshall qui se déploie en 1947 qui est chargé de veiller à la distribution généreuse des dollars, mais aussi de l'aide matérielle et alimentaire. Et c'est pour ça qu'on aperçoit sur cette photographie, sur les quais flambant neufs du port du Havre, eh bien, des tracteurs McCormick, des tracteurs américains, qui sont livrés aux agriculteurs français gratuitement pour leur permettre de nourrir la population française. Et puis en attendant que les agriculteurs français puissent nourrir eux-mêmes la population française, eh bien sur la photographie de droite, alors évidemment elle n'a rien de très spontané cette photographie, hein, c'est une photographie de propagande, ça va de soi. On a demandé à la famille française de se réjouir visiblement, ostensiblement, mais elle n'a pas certainement eu beaucoup à se donner du mal pour paraître heureuse. Parce que dans la France de 1947, ça peut vous paraître dérisoire de s'extasier devant une boîte de corned beef ou devant une boîte de cornflakes, mais dans une époque où on ne mangeait pas forcément toujours à sa faim, eh bien recevoir des colis alimentaires américains, c'était Noël, littéralement. Alors si vous vous demandez ce que c'est que le corned beef, le corned beef c'est le bœuf en gelée. Le bœuf en gelée dans des boîtes en conserve, ce que l'on appelle parfois familièrement le singe, la viande de singe, c'en est pas, hein, puisque c'est du bœuf. Aujourd'hui vous trouveriez ça sans doute très mauvais, le bœuf en gelée, le corned beef. Mais quand on n'a pas mangé de viande, ou très peu pendant les années d'occupation, tout est merveilleux, croyez-moi. Même du singe, du vrai, j'en suis sûr qu'on en mangerait. Alors, le moment que vous attendez tous avec une impatience à peine dissimulée est arrivé. Le fameux exercice de synthèse de fin de séance. Donc, je vais vous demander de lire chacune des cases des 3 colonnes et de vous prononcer sur le fait que cette case relève de la France de la Libération. Donc dans ce cas, il faudra colorier en rouge. Ou alors de la France de la Reconstruction, c'est-à-dire les années 1947-52. Et dans ce cas-là, il faudra colorier en vert. Donc mettez-moi sur pause le temps de faire l'exercice à l'aide de la planche qui doit normalement être disponible dans votre ENT. A tout de suite pour le corriger.
Alors, trois quarts des locomotives détruites, les infrastructures portuaires, c'est-à-dire les quais, les grues, les hangars complètement inutilisables, le marché noir qui explose alimenté par les soldats américains, des pénuries graves dans tous les domaines, les Français qui ont faim, froid, la vie quotidienne difficile, le réseau de chemin de fer détruit, inutilisable, une mortalité infantile très forte, de l'ordre de 100 morts d'enfants qui meurent avant l'âge d'un an pour 1000 naissances, ce qui aujourd'hui serait des taux catastrophiques dignes des pays les plus pauvres de la planète. Mais à l'époque, la France fait partie des pays les plus pauvres de la planète, très certainement. Et enfin, 1 million de Français au moins qui sont sans abri parce que leurs logements ont été détruits par la guerre. Tout ça, ça fait partie effectivement du bilan de la France de la Libération. Alors tout le reste est à mettre en vert et il ne vous aura pas échappé que le vert c'est une couleur qui est quand même un peu plus positive, hein, qui est donc plutôt associée aux événements positifs de la France de la reconstruction. Donc on a quoi? On a l'État qui nationalise les secteurs clés d'économie, on a la vie quotidienne des Français qui s'améliore progressivement, on a le réseau de chemin de fer progressivement reconstruit, et la SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer, qui est progressivement rééquipée à neuf. Alors vous allez me dire, c'est la même chose que ce qui précède. Pas tout à fait, parce que le réseau de chemin de fer, c'est les rails, c'est les gares. S'il n'y a pas de rails, s'il n'y a pas de gare, eh vous pouvez avoir des wagons et des locomotives flambant neufs, vous en ferez rien. Donc il faut les deux. La France, deuxième bénéficiaire du plan Marshall dès 1948, ça c'est plutôt, oui, la reconstruction, puisque on est dans ces années-là. L'agriculture qui se modernise avec des tracteurs américains, John Deere ou McCormick, c'est la même chose. Le marché noir qui recule, sauf pour les cigarettes. Alors là, la cigarette, ça va être vraiment, j'allais dire un objet, quelque chose d'introuvable pendant des années. Tant mieux peut-être d'ailleurs pour la santé des Français. Le plan Jean Monnet qui dirige le premier plan de modernisation et de reconstruction, c'est à mettre en vert. Les ports reconstruits et de nouveau opérationnels en vert. Moins de pénurie, mais le rationnement dure jusqu'en 1949, c'est à mettre en vert aussi. Voilà. Et donc si on fait la synthèse des deux rubriques, eh bien, vous pouvez voir que deux cases peuvent être bicolores, hein, puisqu'elles concernent aussi bien la France de la Libération que la France de la Reconstruction. C'est le marché noir alimenté par les soldats américains. Et puis aussi le fait que, même si c'est de moins en moins vrai au fil des années, les Français, malgré tout, ils ont faim, ils ont froid, et la vie quotidienne est difficile. Mais bon, vous voyez que le vert l'emporte quand même sur le rouge, c'est plutôt bon signe. Deux dates sont à retenir de notre séance dédiée à la reconstruction économique de la France dans l'immédiate après Seconde Guerre mondiale. La première date, c'est 1945, parce que c'est l'année des premières nationalisations, c'est la première vague des grandes nationalisations en France. La deuxième date clé, c'est l'ensemble 1946-1952. Au cours de cette séquence chronologique, s'inscrit le plan quinquennal de modernisation, de reconstruction de la France, voulu, mis en œuvre par Jean Monnet. Alors une fois n'est pas coutume, mais là la séance s'y prête. Je vous propose trois chiffres clés associés à la reconstruction de la France. D'abord, j'en ai pas vraiment parlé, c'est sans doute un tort, mais bon, on ne peut pas parler de tout. Rappelez que 570 000 Français sont morts entre 1939 et 1945.
victimes de la guerre, victimes de l'occupation, victimes des combats de la libération, peu importe, et que, évidemment, 570 000 Français, c'est beaucoup, mais ceci dit, et c'est un paradoxe de la Deuxième Guerre mondiale, bien que la France ait été vaincue, occupée pendant des années, ça représente quand même à peine qu'un tiers des pertes de la Grande Guerre de 1814-1818. 570 000 Français, c'est allez, à peu près le double des pertes françaises rien qu'à la bataille de Verdun par exemple. Autre chiffre, 1 million de Français, c'est facile à retenir, qui sont sans abri en 1945, l'année 0 comme on l'appelle parfois, de l'après-guerre. Et un dernier chiffre, la France est le deuxième pays le plus aidé par le plan Marshall à partir de 1947. Voilà, il ne vous reste plus qu'à lire la leçon, la trace écrite de la séance dédiée à la reconstruction de la France entre 1945 et 1952. Voilà, je vous la laisse la lire, vous en imprégner, si possible l'apprendre. Et puis, après tout, quand vous aurez l'occasion de revoir vos grands-parents, pourquoi ne pas évoquer avec eux les années de leur jeunesse? Peut-être se rappelleront-ils effectivement que les années de l'après-guerre, ça n'a pas toujours été des années faciles. Mais bon, la France s'est quand même reconstruite, et heureusement pour vous et moi. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour achever ensemble la séquence avec le fameux pacte social républicain. Bonne journée, à bientôt!